va pouvoir officiellement ouvrir cet atelier. Donc merci à tous ceux qui sont déjà parmi nous et tous ceux qui vont nous rejoindre peut-être au fur et à mesure. Ravi de vous retrouver pour cet atelier juridique organisé par monimmeuble.com. Donc nous avons un sujet important et c'est pour ça que je pense que vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui pour y participer. C'est un sujet qui vous tient à cœur puisqu'on va parler de charges de copropriété et de répartition des charges de copropriété. Avec nous aujourd'hui, alors nous avons des petits changements pour ceux qui s'étaient inscrits il y a quelque temps sur le site. Donc Frédéric Drouard n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, petite urgence, mais c'est pas grave parce que nous avons Marianne Brun-Pérical qui a pris le relais et on la remercie. Voilà, de venir avec nous ce matin, alors que c'était peut-être pas tout à fait prévu comme ça. Donc, elle fait partie aussi du cabinet BKP Associés. Elle est avocate spécialisée en droit de l'immobilier. Elle va se présenter, bien entendu. Et puis, nous avons aussi toujours la partie terrain qui nous intéresse. Et là aussi, petit changement, puisque nous avons avec nous Myriam Onla. Alors, Myriam était jusqu'à pas longtemps gestionnaire de copropriété et elle travaillait pour le Crédit Agricole Immobilier. Et il y a quelque temps, elle a changé de métier. Donc, c'est pas grave, elle est quand même là, puisqu'elle a fait quand même quelques années de copro en tant que gestionnaire, et elle nous donnera aussi son retour terrain et son avis sur la question. Voilà. Donc, deux femmes avec nous aujourd'hui, plus moi. Je pense qu'on a battu le record. Ça, c'est pas souvent. On va peut-être attaquer. Alors, j'avais prévu une petite présentation, mais je pense on verra après, peut-être qu'on la déroulera plus tard. Voilà, dans un premier temps, donc petite introduction. Les charges de copropriété, comme on le sait, c'est souvent la première source de conflit en assemblée générale. Pourtant, il y a de la marge, parce que on se rend compte bien sûr que les copropriétaires comprennent pas forcément tout ce qui se passe au niveau de leurs charges. Ils n'arrivent pas toujours à analyser leur appel de charge. Ils comprennent pas toujours comment c'est calculé, comment c'est réparti. Et surtout comment ils peuvent contester leurs charges s'ils sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, on aura à la fois le droit d'un côté, le terrain de l'autre, et on va essayer de répartir notre atelier qui dure à peu près 1 heure, comme vous le savez, en 3 parties. Donc une première partie où on va essayer de comprendre et reprendre un peu les fondamentaux, la réglementation, le cadre juridique concernant les charges de copropriété. On va voir ensuite comment on peut agir, et dans un troisième temps, comment on peut prévenir les problèmes, puisqu'il y a peut-être aussi moyen d'anticiper. N'hésitez pas à poser vos questions uniquement sur ce sujet-là. On ne répondra pas à des questions qui ne sont pas dans la thématique du jour. Donc, vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions dans questions et réponses. Et bien sûr, alors on ne prendra peut-être pas toutes les questions, on verra. Peut-être qu'on en regroupera plusieurs aussi. On fera peut-être une synthèse de plusieurs questions si c'est sur le même sujet. Mais en tout cas, on essaiera d'y répondre pendant cet atelier. D'ailleurs, vous êtes là aussi pour ça, pour qu'il y ait de l'interaction et qu'on puisse échanger avec vous. Alors, je vais demander à nos 2 intervenantes d'aujourd'hui de dire un petit mot et de se présenter chacune. Et ensuite, on va pouvoir commencer sur notre première partie, les principes de la répartition des charges en copropriété. Alors, qui veut commencer pour présenter ? Je vais commencer.
Bonjour à tous et à toutes. Donc ça fait 22 ans, 23 ans que j'exerce ce métier d'avocat. Je suis associée au sein du cabinet Boulan-Corfeur. On a un département en droit immobilier qui concerne tout ce qui est la construction, les baux d'habitation et les baux commerciaux et la copropriété. La copropriété, c'est un peu large. On a des contentieux qui touchent à la fois les travaux au sein d'une copropriété, quand le syndicat des copropriétaires est maître de l'ouvrage. On a les litiges qui concernent toutes les assemblées générales, les nullités de résolution et autres. Et on a bien évidemment les litiges, le contentieux des charges de copropriété, puisque chaque copropriétaire qui ne règle pas ses charges de copropriété, c'est toute la trésorerie de la copropriété qui peut être mise en péril, et notamment les travaux à voter dans le cadre de l'obligation d'entretien des parties communes. Ça peut être aussi des dépenses à engager. Donc le contentieux des charges de copropriété fait partie de la vie d'une copropriété, puisque sans ces charges, la copropriété ne peut pas respecter ses obligations et ne peut pas décemment prendre soin des parties communes. Voilà. Après, je développerai un peu plus concernant tout ce qui est le contentieux, suivant les questions et suivant les séquences de travail. Ok, alors on reviendra de toute façon sur le contentieux, mais c'est pas ce qu'on va se traiter en premier. Hein. On va d'abord parler des fondamentaux. On va déjà resituer tout ça. On va demander à Myriam de se présenter aussi brièvement. Oui, bonjour. Je suis Madame Myriam Anla. Je travaille en copropriété depuis bientôt une dizaine d'années. Et donc, la copropriété, c'est accepter aussi de vivre ensemble, c'est payer les charges pour l'entretien du bien dans lequel les personnes vivent ensemble pour le bien-être de tous. Donc, aujourd'hui, nous allons effectivement aborder cette thématique des charges de copropriété qui semble être encore un tabou pour certains. Donc, nous allons développer quelques lignes pour éclaircir à ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi on paie les charges de copropriété et quelle est la nécessité de payer ces charges de copropriété. Merci. Merci Myriam. Alors, on va démarrer sur cette première partie. Les principes de la répartition des charges. Donc, je vais peut-être demander à Marianne de nous repréciser un petit peu la loi de 1965, le cadre, le règlement de copropriété aussi qui fait loi dans l'immeuble, et puis les différentes charges qu'on peut avoir, hein, puisque bien sûr on sait qu'il y a des charges générales, mais il y a aussi des charges spéciales. Il y a une répartition des charges par quote-part. Il y a des décisions aussi en AG qui se prennent. Donc, voilà. Alors, peut-être un petit aperçu. Alors, on pourra peut-être pas rentrer dans le détail de tout ça, mais au moins reprendre les fondamentaux, expliquer dans les grandes lignes cette répartition et surtout un petit peu les différentes charges qu'on a en copropriété. Alors, en copropriété, vous avez basiquement ce qu'on appelle les charges communes générales. C'est tout ce qui concerne le coût d'entretien des équipements, on va dire, communs à tous les copropriétaires. Je pense essentiellement à quelque chose de basique comme la chaudière. Cette chaudière a un coût d'entretien avec une entreprise de maintenance. Je pense aux ascenseurs. Je pense bien évidemment à tout ce qui est les ravalements, l'entretien des façades pour l'étanchéité. Donc, vous avez ce qu'on appelle basiquement les charges communes générales. Parfois aussi, vous avez peut-être une loge de gardien, etc. Donc, tout ça, c'est pour participer à l'entretien et au coût des équipements communs qui participent à la vie de la copropriété. Pour calculer la participation de chaque copropriétaire à cet entretien, à ces charges, il y a bien évidemment ce qu'on appelle les tantièmes. Ces tantièmes sont calculés à l'origine
dans le règlement de copropriété et dans l'état descriptif de division par un géomètre expert qui, sur la base de 10 000, 15 000, 20 000, tout dépend de l'importance de l'immeuble, va diviser les lots de copropriété et par rapport à leur taille, importance, va leur attribuer un certain nombre de tantièmes et ces tantièmes permettront la répartition des charges de copropriété à tous les copropriétaires. Vous avez ce qu'on appelle aussi de plus en plus, puisque ça a été renforcé via le critère d'utilité, les charges communes spéciales. Alors, pourquoi elles sont communes mais spéciales et pas générales? Elles sont communes parce que ça touche encore un élément d'équipement commun. Et pourquoi elles sont spéciales? C'est parce qu'elles sont, on va dire, spéciales à soit un bâtiment, soit à un ensemble de lots. C'est-à-dire que quand vous avez des grandes copropriétés qui ont 2-3 bâtiments, en fait, chaque bâtiment va régler ses propres charges communes générales, mais qui deviennent spéciales dans le règlement de copro. Ou alors, vous avez aussi, dans un immeuble, basiquement, un copropriétaire qui veut faire valoir que lui, il n'a pas le critère d'utilité sur un élément d'équipement commun. Bien évidemment, c'est le fameux contentieux des copropriétaires qui habitent au rez-de-chaussée mais qui participent à l'entretien d'un ascenseur ou d'un tapis d'escalier alors qu'en fait ils s'arrêtent au rez-de-chaussée. Et effectivement, la jurisprudence et la loi maintenant autorisent un copropriétaire à être détaché de ses charges communes, soit générales, soit spéciales, selon le critère d'utilité. Et puis, ces charges communes générales ou spéciales sont votées chaque année dans le cadre d'un budget en assemblée générale. On parle de provision, puisque sur la base du budget de l'année précédente, par rapport aux travaux à engager, par rapport aux incidents, enfin il se passe tellement de choses dans une copropriété que chaque année on revoit le budget soit à la hausse, soit à la baisse par rapport aux frais qu'il va falloir engager. Et ce budget donc est provisionné, est appelé en charge provision par les copropriétaires et à l'année suivante, il fera l'objet d'une régularisation. Voilà schématiquement. D'accord. Alors, effectivement, là, on a passé un petit peu en revue rapidement ce qui se passe au niveau des charges. Il y a souvent des problématiques qu'on retrouve avec des questions qui reviennent régulièrement, notamment sur l'utilité. Et la plupart des copropriétaires, bon, surtout ceux qui sont au rez-de-chaussée, souvent vont contester des charges qui leur sont appliquées ou attribuées. Alors ça peut être des charges d'ascenseur, ça peut être des charges d'entretien d'escaliers de parties communes, d'accès au parking quand on n'a pas de voiture, etc., etc. Donc comment on gère ça peut-être Myriam, quand on est gestionnaire de copropriété et qu'on a ce genre de revendications et qu'il faut peut-être analyser aussi le règlement de copropriété, ce qu'il y a dans le règlement de copropriété. Peut-être que le règlement n'est pas très clair, il est peut-être pas complet, il y a peut-être une interprétation possible. Donc comment vous quand vous avez été amené à gérer des immeubles, comment vous avez appréhendé tout ça? Alors, déjà, il faut dire aux copropriétaires qu'ils ont le droit de contester une charge. Et donc, mais ils vont faire cette demande ils vont contester soit en envoyant une lettre auprès du syndic. Et donc, mais ça ne les empêche pas du tout de payer leurs charges. Donc, pendant que la demande est en étude, ils doivent continuer à payer leurs charges. Et pendant qu'ils payent donc les charges, à ce moment-là, le syndic analyse les dossiers. Il y a possibilité de revoir déjà, peut-être c'est une erreur d'aller revoir au niveau du règlement de copropriété
si une charge, si peut-être le syndic a commis une erreur en repartissant les charges, ou alors on peut aussi faire une erreur que peut-être le syndic n'a pas constatée dès le départ, mais à chaque fois, quand une revendication est portée auprès du syndic, l'étude est faite et puis il y a des corrections qui sont faites. Soit si le copropriétaire n'est pas content, il peut se pourvoir en justice aussi afin que les corrections soient faites pour s'il y a correction, si le syndic n'a pas commis d'erreur, il y aura un jugement qui va être fait. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé souvent, Myriam, ce genre de cas de figure? Ça peut arriver souvent. On a eu souvent des cas où, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des charges spéciales. On a, par exemple, des immeubles où l'ascenseur n'arrive pas, enfin, où il n'y a pas de sous-sol. Et donc, l'ascenseur n'arrive pas au sous-sol et la personne qui a son appartement situé au rez-de-chaussée n'a pas à payer les charges d'ascenseur. Donc, à ce moment-là, il y a des corrections, il y a même des remboursements. Si on constate que l'erreur a été faite, le copropriétaire sera remboursé. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, Marianne? Est-ce qu'on fait souvent appel à vos services justement pour des cas similaires? Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, ces charges communes générales, existaient dans certains règlements de copro, mais que la loi Elan est venue réglementer un petit peu, clarifier et mettre un cadre sur le distinguo, le charges communes générales et charges communes spéciales, en donnant pour mission au syndic de toiletter et de mettre à jour des règlements de copro qui étaient assez anciens. Donc normalement ça s'est fait sur 4 années. Il est toujours possible de le faire puisque au début la loi Elan avait mis un délai et finalement il y a plus de délai. Donc à chaque moment les copropriétaires peuvent voter une mise à jour du règlement de copropriété, soit à la loi, soit à la vie concrète de la copro, puisqu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc ça, c'est un point. Effectivement, si les copro, il faut que ça soit voté en AG, bien évidemment, l'harmonisation du règlement de copro ou la suppression de tantième, ça doit être voté en AG et ça ouvre lieu à un contentieux. Nous, on a eu ce genre de contentieux dans le cadre où un copropriétaire a voulu sa propre installation de chauffage et de clim réversible et donc il ne voulait pas s'acquitter des charges communes de chauffage. Alors c'était des charges communes spéciales puisque c'était chaque bâtiment, mais au-delà de ça, il y avait une petite particularité parce que dans ce qu'on appelle les charges de chauffage, dites de chauffage, vous avez bien évidemment les consommations de chauffage, mais maintenant ça fait partie aussi de la loi Elan pour essayer de calculer au plus juste la participation de charges copropriétaires. Vous avez les compteurs individuels d'eau et de chauffage qui est devenu une obligation. Donc à côté de ces charges dans ces charges de chauffage, vous avez les charges de consommation du chauffage, donc c'est le compteur individuel, mais vous avez aussi les charges de l'entretien, de la consommation d'eau pour faire tourner la chaudière, etc. Et ça, dans les règlements de copro, c'est pas toujours précisé. Et nous sommes partis, alors maintenant, comme c'est la tendance, nous sommes partis en médiation judiciaire pour faire en sorte que le copropriétaire continue à participer à l'entretien de cette chaudière puisqu'il en a besoin pour son eau chaude sanitaire, mais qu'on diminue ses tantièmes puisqu'il ne paye pas de charges de chauffage. Donc ça veut dire qu'il, entre guillemets, il n'use pas la chaudière pour son chauffage. Il faut savoir une dernière précision que la suppression de tantièmes dans le cadre de charges communes spéciales n'est pas rétroactive, elle n'est faite que pour l'avenir et donc le copropriétaire n'est pas fondé à demander un remboursement de ce qu'il aurait payé de manière injustifiée puisque selon lui, de par le critère d'utilité, il n'aurait pas dû s'acquitter de ses charges de chauffage. Donc ce n'est pas rétroactif, même pas sur les 5 dernières années puisque c'est la prescription quinquennale, ce n'est que pour l'avenir. D'accord, ça c'est vraiment important à préciser. Voilà, donc ça sera pour l'avenir.
Donc sur cette partie-là, alors je crois il n'y a pas beaucoup de questions qui sont vraiment sur la réglementation. Qui met à jour le règlement de copropriété avec la répartition des charges? Est-ce que c'est l'AG qui décide? Est-ce que c'est le syndic qui va modifier? Voilà. Comment ça se passe si on veut modifier le règlement de copropriété et la répartition des charges? Donc, est-ce qu'il y a une décision en assemblée générale? Et à quel vote? Parce que je pense que ça c'est très important aussi. On peut pas, enfin c'est pas évident non plus de modifier cette répartition. Voilà. Et c'est pas, je pense que c'est pas le syndic qui décide, hein, mais bon. Alors, qui veut répondre? Bah, objectivement, c'est pas le syndic de lui-même qui va dire bah tiens, je vais mettre en AG une telle résolution. C'est quand même le syndic qui doit attirer l'attention du conseil syndical, s'il y en a un, sur le fait que voilà, par exemple quand la loi Elan est sortie, le syndic pour appliquer la loi, respecter les injonctions de la loi, devait prendre contact avec les membres du conseil syndical en disant bah voilà, notre règlement de copro à telle date, la loi Elan dit ça, est-ce que ce règlement de copro a besoin d'un toilettage? Et si oui, dans ces cas-là, va être porté à l'AG suivante des résolutions, notamment sur le principe. Puis après, il y aura, si le principe est accordé, le principe de la mise à jour du règlement de copro, il y aura bien évidemment une résolution pour la désignation d'un géomètre expert s'il faut recalculer les tantièmes, parce qu'ici, il faut en supprimer à gauche, il faut les remettre à droite quand même, enfin, un recalcul. Et après, ça sera la publication, la désignation d'un notaire pour la rédaction d'un modificatif, etc. Donc, le syndic doit veiller à l'application de la loi et à faire en sorte que son règlement de copropriété n'ait pas des zones d'ombre, puisqu'une clause de règlement de copropriété peut être déclarée illicite par une juridiction, mais il ne peut pas de lui-même, si je me trompe pas, écrire ses propres résolutions et les passer en AG. D'accord. Justement, on va demander à Myriam si elle a déjà eu voilà, ce genre de dossier et comment ça se passe. Alors oui, j'ai déjà eu ce genre de dossier. C'est en fonction des situations. Je vais prendre un cas qui est récurrent, surtout en ce moment. C'est la modification de RCP pour interdire la location Airbnb. de Airbnb. Donc, en fait, c'est à la demande des copropriétaires. Bien sûr que le syndic est là pour accompagner, pour conseiller. Donc, quand les copropriétaires font la demande, comme a dit Maître tout à l'heure, cette demande est soumise à l'Assemblée générale, est soumise au vote de l'Assemblée générale qui va voter majoritairement à l'article 25 pour enfin la majorité absolue pour que ça soit validé. Donc, une fois que c'est validé, à ce moment-là, il faut saisir le notaire pour la modification. Et une fois que la modification est mise en place, ben, ça va être appliqué par le syndic. D'accord. Oui, effectivement. Alors, il y a plein de raisons aussi de vouloir modifier des articles du règlement de copropriété. Mais si on voilà, on avait fait un atelier spécifique sur le Airbnb, la location courte durée, touristique et compagnie. Bon, mais là, ça impacte pas forcément les charges. Donc voilà, c'est un peu à la marge de la problématique, puisqu'il n'y a pas de répercussions immédiates sur les charges. Ça ne change pas le propriétaire, ça ne change pas les charges. Voilà, ça bouge pas à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, sur les charges d'eau chaude, dans notre résidence, nous avons une chaudière gaz et des compteurs individuels eau chaude, eau froide. Dans les appartements, à relever individuellement. Comment se fait-il que la répartition pour l'eau chaude se fasse en quantième? Alors, en tantième, je pense. Voilà. Donc, oui, il y a souvent des problèmes aussi, ce qu'on a évoqué, de répartition des charges.
Donc, selon la configuration avec des compteurs individuels, etc., et que la répartition se fait pas correctement, elle est pas forcément liée à la consommation, mais elle continue à être en répartition sur les tantièmes. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut modifier dans le règlement de copropriété. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez une chaudière commune, souvent située en sous-sol d'un immeuble, et qui dessert les appartements en eau chaude sanitaire et en chauffage, cette chaudière, elle fonctionne avec quoi? Elle fonctionne avec de l'électricité, elle fonctionne avec de l'eau. Donc là, c'est un compteur d'eau, on va dire général. Elle fonctionne avec du gaz. Donc, il y a un contrat d'abonnement au gaz. Donc, c'est la copro qui paye le gaz pour que chacun puisse bénéficier de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc, vous avez deux choses différentes. Vous avez votre compteur individuel en eau chaude sanitaire et en chauffage, enfin, eau chaude sanitaire qui vous permet de régler votre consommation au centime près. Mais vos tantièmes dites de chauffage, en fait, elles ont été calculées par rapport à la taille de votre appartement pour participer à ces frais d'entretien, donc le contrat de maintenance, la réparation s'il y a lieu, et une participation au prorata de vos tantièmes. Si vous avez un appartement de 145 mètres carrés par rapport à un studio de 30 mètres carrés, forcément, vous ne consommez pas la même quantité d'eau chaude pour faire fonctionner la chaudière pour vous permettre de bénéficier de l'eau chaude sanitaire. Donc, en fait, les tantièmes dites de chauffage ou autres, ou d'eau chaude sanitaire, c'est un calcul pour imputer à chaque copropriétaire une quote-part par rapport à la taille de son appartement dans le fonctionnement et l'entretien de la chaudière. C'est pour ça que vous avez les deux. Et souvent, ces charges sont très mal libellées dans les appels de fonds, puisqu'on dit charge chauffage. Alors, pourquoi on m'appelle des tantièmes si à côté, par exemple, je règle tant par mois à EDF, GRDF ou Veolia? Eh ben, en fait, ces charges dites de chauffage, ce sont toutes les charges de fonctionnement et d'entretien de la chaudière qui est un élément d'équipement commun. Donc, tout le monde doit participer à son bon fonctionnement. Bon, bah ça, je pense que la réponse est claire parce qu'on a eu quand même plusieurs questions là dans le chat là-dessus. Ça continue avec Karine encore. Donc, je pense que là, on a répondu. Hein, vous avez compris, c'est normal, même si le libellé n'est pas le bon. C'est normal que vous ayez aussi une répartition au tantième pour l'entretien et c'est pas ce que vous payez par ailleurs en matière de consommation. C'est deux choses différentes, hein, donc c'est un petit peu à différencier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah on verra après. Oui, il y a quelqu'un qui nous redemande encore, et puis après on va passer à notre deuxième partie. Quelle est la différence entre les charges générales et les charges par bâtiment? Voilà. Donc c'est parce que les charges par bâtiment, il y a aussi des charges générales par bâtiment, mais donc ça reste des charges générales, sauf que c'est par bâtiment. Voilà, je sais pas, hein, mais c'est calculé par bâtiment. Il n'y a pas de différence fondamentale. Vous pouvez avoir une grande copropriété avec, par exemple, 3 bâtiments. Bon, c'est comme si chaque copropriétaire avait, plusieurs copropriétaires avaient leur maison. Ils s'occupent, c'est les charges communes spéciales, ils s'occupent de leur bâtiment pour tout ce qui est l'entretien des parties communes, la peinture dans la cage d'escalier, que sais-je. D'accord? Mais quand vous avez une grande copropriété avec plusieurs bâtiments, vous avez des voies d'accès communs. Schématiquement, le chemin qui mène au bâtiment A, qui mène au bâtiment B, qui mène au bâtiment C. Vous avez peut-être aussi des espaces verts, un peu de pelouse, un peu d'arbres, etc. Tout ce qui est hors de chaque bâtiment, mais qui sont des parties communes, regoudronner l'asphalte, entre les espaces verts, ce sont des charges communes générales. Pour le coup, c'est général à tout le monde. Chacun participe, tous les copropriétaires des 3 bâtiments. Pour ce qui est plus spécifique, d'où spécial, à chaque bâtiment, ce sont les charges communes spéciales de chaque bâtiment. Voilà, donc il y a les charges générales que tout le monde paye, quels que soient les bâtiments, et il y a les charges communes spéciales que va payer uniquement le bâtiment en question.
Voilà, Voilà. donc c'est très clair aussi. Donc on va continuer un petit peu là sur notre deuxième partie. Donc là, on va être un petit peu plus sur la partie calcul et régularisation. Donc on est vraiment dans l'action. Donc le montant des charges, bon voilà, ça il faut comprendre un petit peu ce qu'on doit payer. Donc c'est le problème de la lisibilité de ces appels de fonds, appels de charges. Voilà, ça serait bien de comprendre un petit peu mieux, comme ça on contesterait moins aussi. Donc on a des provisions sur charge. Donc ça c'est important aussi de peut-être de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on reçoit. Parce qu'on a des appels de fonds. À quoi ça correspond? Il y a les charges courantes, ok, mais il y a aussi des charges exceptionnelles. Il y a aussi des charges qu'on reçoit parce qu'il y a des appels pour travaux. Il y a aussi les fonds de travaux qui sont obligatoires depuis la loi Allure. Donc, quand on reçoit quelque chose, il faudrait savoir à quoi ça correspond. Et il y a un autre sujet aussi que je voudrais qu'on aborde, c'est un peu comment on accède aux pièces justificatives. Parce que souvent, on ne sait pas à quoi ça correspond, donc on voudrait avoir des justificatifs et pouvoir avoir accès à ces factures finalement que tous les copropriétaires doivent payer au niveau de leur quote-part. Voilà, alors je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Donc je vais peut-être demander à Marianne un peu de nous réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'on reçoit exactement, à quoi ça correspond. Alors ça c'est plutôt c'est plutôt Myriam. Bon, alors Myriam. C'est elle qui dresse les appels. D'accord. Alors on va repartir sur Myriam là-dessus d'abord. Oui, alors, donc je voudrais juste rappeler que les charges, ce sont les sommes qui sont appelées aux copropriétaires pour assurer le bon fonctionnement de la copropriété. Donc, comment on les appelle? Elles sont appelées par tantième, comme on a dit tout à l'heure, en fonction de chaque copropriétaire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on appelle les charges pour chaque copropriétaire et les factures correspondant aux charges, on peut les trouver, on peut aller les consulter sur le syndic. Donc, ça coupe, hein, ça coupe. Hein. Donc Myriam nous expliquait que les factures, on va pouvoir les retrouver, donc on va pouvoir les demander au syndic. Normalement, elles sont sur l'extranet, c'est ça? Elles sont accessibles sur l'extranet? Non, en fait, il faut prendre rendez-vous, aller au bureau, les consulter. Elles sont mises à disposition avant l'Assemblée générale. Donc, les copropriétaires ont la possibilité d'aller sur place dans le bureau du syndic pour consulter. Mais il faut prendre rendez-vous. Et ces factures sont mises à disposition. Les différentes factures, on a aussi, les copropriétaires ont aussi la possibilité, au cas où ils ne comprennent pas, de poser des questions et ils peuvent se faire aussi accompagner par soit le gestionnaire ou à quelqu'un d'autre pour avoir un peu plus d'explications. D'accord. Alors, Myriam, est-ce qu'on peut avoir une explication peut-être sur les différents types d'appels de charges qu'on reçoit? Donc, il y a les appels de charges classiques, hein, on va dire, charges courantes. Il y a aussi des charges exceptionnelles. Et aussi, il y a des charges exceptionnelles pour des travaux. Ça peut être, par exemple, les travaux de ravalement. Ça peut être des travaux exceptionnels pour peut-être d'isolation. Et là, en fait, c'est des montants exceptionnels aussi en fonction de la facture des travaux. Donc, en fait, et les appels seront faits à chaque fois en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire. D'accord. Est-ce qu'on peut redire un petit mot aussi sur le fonds travaux qui est obligatoire maintenant?
Et donc, on va aussi recevoir des appels pour le fonds travaux, j'imagine. Oui, on reçoit régulièrement, en fait, je pense chaque trimestre, on reçoit les appels pour le fonds de travaux et c'est obligatoire par la loi Allure. C'est un peu une sorte d'épargne qui est mise en place pour pallier aux petits travaux ou alors qui peut aussi permettre de compléter, qui peut servir d'épargne parfois pour compléter en fait les grands travaux si la copro n'a pas assez de moyens. D'accord. Ok. Marianne, est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur l'accès aux pièces justificatives? Oui. Parce qu'on a souvent des questions par rapport à ça. Alors effectivement, au niveau des pièces, déjà avant chaque AG, bien évidemment, le syndic convoque les copropriétaires. Et dans ces convocations, il y a le vote du budget de l'année précédente et le vote du budget, de la provision du budget pour l'année suivante. Donc, il a l'obligation, avec chaque convocation, d'envoyer, alors, pas forcément tous les documents, sinon ça serait des enveloppes très très lourdes et beaucoup de frais de photocopie, mais au moins un tableau récapitulatif des frais engagés avec les factures, les postes, si c'est électricité, eau, entretien, maintenance, ce que vous voulez, ou solde de travaux. Donc il a au moins une sorte de bilan comptable avec chaque poste qu'on retrouvera après pour la fameuse régularisation annuelle de charges. Et vous avez notamment les documents. En revanche, pour les résolutions qui vont être votées, pour des résolutions un peu spécifiques, normalement, si on doit voter des travaux, vous avez 3 devis concurrentiels, vous avez tous les chiffres pour que le principe que les copropriétaires puissent voter en tout état de cause, en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que ils ont bien compris à quoi ils s'engageaient en votant pour ou en votant contre. Bon, bien évidemment, comme je vous ai dit, on peut pas tout mettre dans les annexes de ces convocations aux AG parce que sinon ça serait très très lourd. Et le syndic a l'obligation, comme nous a dit Myriam, de se rendre disponible, alors non pas non plus tous les 4 matins et à 8 heures du matin, mais en tout cas de faire en sorte que le copropriétaire qui veut avoir accès à des factures, à des éléments comptables qui n'ont pas été joints à la convocation, puisse se faire et puisse poser toutes les questions au syndic. J'avoue que j'ai pas forcément beaucoup de contentieux dans ce cadre-là. On a quelques propriétaires un peu tatillons, un peu pointilleux, qui souvent ce n'est pas un problème de manque de pièces ou de refus de communication de pièces, c'est juste ils ne comprennent pas pourquoi telle dépense ou telle dépense a été engagée par le syndic. Bon, on a beau justifier du PV d'AG, on a beau justifier de toutes les pièces comptables pour montrer que le montant qui a été voté, c'est bien le montant qui a été appelé, etc. Mais parfois, on est plus sur une notion d'intérêt d'un copropriétaire qui a voté contre une résolution et qui après saisit la juridiction en disant, en ne contestant pas l'AG, mais qui saisit la juridiction en disant cette dépense était inutile. Voilà. Mais des contentieux sur l'absence, sur le refus ou de communication de pièces, surtout avant une AG, c'est difficile. En nullité d'AG non plus, parce que saisir la juridiction pour demander la nullité parce qu'on n'a pas eu les pièces. Bon. Sachant que, encore une fois, c'est une démarche du copropriétaire. Hein. En fait, le syndic est là, il attend, entre guillemets, de savoir si un copropriétaire a besoin de consulter des documents. Ce n'est pas, donc c'est une démarche active du copropriétaire s'il a des questions à poser. Bien évidemment, le syndic ne peut pas anticiper toutes les questions que peuvent se poser les copropriétaires. Il essaye de ratisser large pour que ces derniers puissent voter en toute connaissance de cause. Mais après, s'il y a des questions à poser, c'est le copropriétaire qui doit faire la démarche.
Alors, on a une ou deux questions et puis après, on va passer à l'étape 3. Sur le type des documents qu'on peut consulter. Donc, on a Jacqueline André qui a un problème parce qu'elle n'arrive pas à avoir accès au contrat de travail des gardiens. Donc, est-ce que ça, normalement, ça doit être disponible dans l'extranet? Ça fait partie des documents qu'on peut aller consulter sans forcément faire la demande à son syndic. Et puis il y avait aussi une autre question. Bah voilà, ça c'est surtout ça pour l'instant. Et on nous demande aussi si la possibilité d'accéder aux charges pour consulter donc les factures, etc., était limitée à la période d'avant l'AG. Voilà. Alors, Myriam, peut-être un petit mot là-dessus. Oui, je répondrai à la personne qui demande si on peut consulter on peut trouver le contrat des gardiens effectivement dans l'extranet. Ça fait partie des documents que le syndic met à disposition des copropriétaires. Donc effectivement, il doit y être. Et, normalement, il devrait y être. Voilà. Donc ça, c'est consultable par tous les copropriétaires. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous et normalement, ça doit être disponible dans l'extranet comme on le sait aujourd'hui. Oui, voilà. Parce que c'est le syndicat des copropriétaires qui est l'employeur du gardien. C'est pas le syndic. Le syndic a juste reçu un mandat de signature, puisque le syndicat des copropriétaires est une personne morale, donc elle n'existe pas. Enfin, elle n'existe pas. Elle existe, mais on la voit pas. Elle ne peut pas tenir de stylo. Donc c'est juste le syndic qui est mandaté pour représenter le syndicat des copropriétaires pour signer le contrat de travail, mais l'employeur du gardien, c'est le syndicat des copropriétaires. Donc, c'est tous les copropriétaires pris individuellement. D'accord. Et puis pour la question sur est-ce que c'est uniquement avant l'AG et on n'a pas moyen de consulter ces documents toute l'année? Je pense que il est un peu difficile de consulter les documents toute l'année. Ça peut être peut-être une demande exceptionnelle, mais les factures sont mises à disposition, comme on a dit tout à l'heure, à disposition des copropriétaires bien avant l'AG. Donc, il faut surtout prendre rendez-vous pour aller les consulter parce que tout le monde ne peut pas arriver au même moment pour les consulter. Et parfois, on a besoin d'accompagnement pour comprendre aussi certaines dépenses. Et donc, parfois, les gestionnaires ou parfois les assistants ou les comptables ne sont pas toujours disponibles pour pouvoir accueillir régulièrement du monde pour expliquer le contenu des factures. Mais effectivement, il y a un moment pour les consulter et puis avoir des informations au sujet des dépenses qui sont faites. C'est vrai que les questions habituellement se posent toujours en vue d'une AG puisqu'on doit voter, ratifier le budget de l'année précédente et voter le budget de l'année suivante. Et c'est vrai que en règle générale, entre guillemets, les copropriétaires se réveillent toujours un mois avant puisque les convocations sont envoyées un mois avant. Et là, ça peut être peu compliqué pour le syndic qui n'a pas qu'une copropriété de devoir recevoir tout le monde, surtout que les AG se font habituellement toujours en même période, c'est-à-dire entre avril et juin et octobre et décembre. Exactement. Alors, bon, on va partir maintenant sur notre troisième et dernière partie. Donc là, on n'est plus sur effectivement la contestation. Enfin non, il y a une quatrième partie aussi. Oui. Voilà. Non, c'est pas la dernière. Donc c'est la troisième, contestation et recours. Alors on en a déjà un petit peu parlé. C'est vrai qu'on peut contester une charge, hein, donc on l'a déjà dit, hein, Myriam, Marianne aussi en a parlé. Mais ce que Myriam a bien précisé, c'est que vous devez pour autant continuer à payer vos charges. Hein. Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, tant que les choses ne sont pas précisées d'une façon ou d'une autre, vous devez continuer. C'est comme pour les impôts. Hein. Vous pouvez contester vos impôts, mais vous devez payer quand même ce que vous devez, voilà, à réception de votre avis d'imposition. C'est le même principe.
Alors il y a des choses aussi un peu formelles pour faire tout ça. Donc il y a un délai de contestation. Donc on peut déjà contester une décision d'assemblée générale parce que souvent voilà les choses se votent aussi en assemblée générale. On peut contester la clé de répartition. Donc ça on l'a vu aussi. On peut contester une dépense spécifique, on l'a vu aussi. Donc souvent on se demande pourquoi le syndic a engagé ses frais, ses travaux, etc. Mais c'est quand même deux démarches différentes. Donc voilà, c'est pas les mêmes principes de contestation. Et on l'a évoqué aussi, mais on va revenir aussi là-dessus. Il y a aussi des recours amiables. Donc ça, c'est important aussi. Avant d'aller devant le tribunal, on peut faire. Déjà, il y a les mises en demeure pour ceux qui ne payent pas leurs charges. Il y a certains moyens. Et au niveau de la médiation, du conciliateur de justice, etc. Alors peut-être que pour certains, c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans. Donc on va peut-être demander aussi à Marianne de nous réexpliquer un petit peu, voilà, ce qu'il en est à ce niveau-là. Alors, en matière de charge de copropriété, effectivement, vous avez un délai de 2 mois à compter de la date de notification du procès-verbal d'AG. Donc, vous avez l'AG qui se tient, ça c'est une date X. Le syndicat a l'obligation de notifier le PV d'AG dans le délai de 2 mois et vous avez un délai de 2 mois qui s'ouvre à compter de la réception de cette notification pour contester tout ou partie des résolutions de l'AG. S'il s'agit de contester une résolution portant sur le vote de travaux, sur le vote d'un budget parce que effectivement ça vous paraît excessif ou non justifié, sur le vote du budget de l'année précédente parce que il y a des incohérences comptables qui arrivent, vous pouvez le faire dans le délai de 2 mois. Bien souvent, avant d'en arriver là, même si le délai de 2 mois est parfois très court, il y a eu forcément des demandes auprès du syndic. Et ne pas régler ces charges de copro parce qu'on conteste leur existence, soit par le biais de résolution, soit par le biais d'appel de fonds, n'est pas toujours une bonne idée, puisque c'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. En gros, tu ne respectes pas ton obligation, je ne respecte pas la mienne. La mienne qui est de payer mes charges de copro. Donc, tant qu'on ne m'aura pas expliqué, je ne paierai pas. Alors, c'est jamais bien pris, clairement, par les tribunaux, puisque, encore une fois, en matière de copropriété, les tribunaux mettent dans la balance l'intérêt collectif, l'intérêt particulier. L'intérêt collectif, là, pour le coup, prime sur l'intérêt particulier du copropriétaire qui conteste, parce que, comme je vous l'avais dit en introduction, c'est toute la vie d'une copropriété qui peut être déséquilibrée quand les charges de copro ne sont pas payées. Elle peut pas faire face à ses factures courantes, au gaz, électricité, au paiement de son assurance pour l'immeuble, à des travaux, etc. Donc, c'est jamais une bonne idée. Il faut laisser la justice faire et après il y aura, si vous obtenez gain de cause, il y aura bien évidemment une condamnation du syndicat des copropriétaires à vous rembourser un trop payé ou un trop perçu. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, 2023, mais de plus fort septembre 2025, les modes de règlement amiable sont devenus le principe et la voie judiciaire l'exception. C'est en théorie. C'est-à-dire que la priorité est mise sur un dialogue entre les parties, soit devant un conciliateur qui peut être saisi avant de délivrer votre assignation et surtout pour les petits montants, soit une fois que le tribunal est saisi, il peut considérer que ce litige peut se régler de manière amiable devant un médiateur qui est judiciaire, c'est un professionnel, ou en audience de règlement amiable des litiges, c'est tenu par un magistrat honoraire, ce n'est pas le magistrat que vous avez saisi dans le cadre de votre affaire, c'est un autre magistrat qui sera mandaté spécifiquement sur ce dossier et qui a l'avantage de connaître un peu les règles de droit. Donc, si ce magistrat a un message subliminal à faire passer à l'une ou l'autre des parties en lui disant ça serait quand même bien que vous alliez dans cette voie-là parce que je suis pas sûre que le juge fasse droit à vos demandes ou que vous soyez recevable ou que vous soyez débouté. Bon,
Ça permet sorte d'avoir une préétude de ce qui peut se passer devant le juge et sachant que devant un juge, on a toujours ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Là, ça permet de faire comprendre aux parties qu'elles ont effectivement tout intérêt à trouver un arrangement. Tout dépend bien évidemment du montant de la réclamation, hein, si c'est sur du 500, 1000, si c'est sur du 15 000 € d'arriéré de charges de copropriété. Là, je ne vous le cache pas que ce qui est phase amiable n'a aucune chance d'aboutir. Et habituellement, nous partons devant le juge avec le PAF, qui est la procédure accélérée au fond, qui est une nouveauté aussi. Pourquoi? Parce que les délais d'audiencement et de traitement des dossiers étant tellement longs qu'ils ont fait cette procédure accélérée au fond qui permet de solliciter la condamnation du copropriétaire sur toute l'année provisionnelle. C'est-à-dire que vous avez un PV d'AG, le budget est voté pour toute l'année jusqu'à la prochaine AG. Et s'il y a un arriéré de charges de copro, vous pouvez demander aussi les charges à venir, histoire de ne pas aggraver l'arriéré de charges de copro. D'accord. Alors, bon, on a vu qu'il y avait quand même des moyens, hein, des recours. Il y a plein de choses qui sont mises en place et puis ça a évolué aussi. Hein, les lois évoluent, on s'adapte aussi aux situations dans les copros pour faciliter, accélérer les procédures. Donc, je crois pas qu'il y ait des questions par rapport à ça. Ah oui, si, il y a quand même quelques questions. Les conciliateurs sont bénévoles et non professionnels. Oui. Alors oui, donc il y a une différence entre le conciliateur et le médiateur. Hein. On l'a précisé quand même. Hein. Oui. Voilà, donc le médiateur est un professionnel. La conciliation est gratuite, la médiation dans le cas d'une procédure judiciaire est payante. Exactement. Sinon, je pense qu'on va peut-être passer, parce que là, il est déjà 12h26, hein, je vois le temps passer quand même. Donc, on va finir en beauté sur notre dernière partie, c'est la prévention des contentieux. Donc, si on a un message à faire passer, hein, c'est que souvent, la majorité des contentieux, ça naissent d'un manque de communication. Hein, je crois que Myriam l'a aussi précisé. Voilà, et donc ce qui crée de l'incompréhension et souvent voilà des copropriétaires qui pensent qu'ils n'ont rien à payer. Donc les signaux avant-coureurs, ce sont les impayés, hein, évidemment. Hein. Donc si on commence à avoir des copropriétaires qui payent pas, ou qui font des réclamations, s'il y a des demandes répétées de justificatifs, s'il y a des AG qui se passent mal, donc on sait que il y aura des problèmes forcément dans cette copropriété. Je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur ces signaux avant-coureurs, le rôle du conseil syndical, hein, qui est très important aussi, puisque il est là aussi pour assister le syndic et pour essayer d'arranger les choses. Et voilà, donc peut-être les bonnes pratiques, hein, les conseils que vous pouvez donner pour éviter les conflits liés aux charges. Voilà, et puis voilà. Donc du coup, Marianne, alors ça va être un peu difficile pour moi parce que c'est vrai que souvent on nous saisit quand le contentieux est déjà engagé. Peut-être des conseils qu'on pourrait donner, peut-être pour éviter d'en arriver là, et puis quand on voit que ça se passe mal. Dès qu'il y a des premiers impayés, reprendre le dialogue avec le copropriétaire. En fait, les impayés, c'est pour deux raisons. Hein. Soit le copropriétaire est dans une situation financière délicate, donc tout de suite mettre en place, proposer un échéancier, faire en sorte que le dialogue soit constant pour permettre un règlement même partiel, etc. Et donc de ne pas aggraver l'arriéré. Et surtout, bien surveiller l'état des impayés, puisque souvent on nous appelle, on est en limite de prescription de 5 ans. Bon, c'est pas toujours sérieux, mais voilà. Soit c'est le copropriétaire qui conteste parce qu'il a un petit côté contestataire. Là encore, il faut essayer de dénouer le litige au plus vite et par exemple, pourquoi pas, puisque c'est la tendance sur la voie judiciaire, mettre en place un membre du conseil syndical
qui aurait un peu un statut de médiateur, de conciliateur pour les litiges, faire le lien avec le syndic, désamorcer assez rapidement tout ce qui pourrait être contestataire ou même tout ce qui pourrait être les premières difficultés de règlement de charges de copro. Surtout que les magistrats sont pas super friands de tout ce qui tout ce qui vient alourdir le compte d'un copropriétaire en matière de frais de relance de syndic, même s'ils sont prévus au contrat. Ça, les magistrats n'aiment pas du tout. Donc, renouer le dialogue, essayer d'être présent, mandater quelqu'un du conseil syndical pour pour faire le relais, pour discuter, et tenter toutes les voies amiables, mettre en place, signer des protocoles, sachant qu'un protocole peut très bien être entériné par un juge et ça vaut jugement. Un conciliateur aussi peut rendre exécutoire un PV de conciliation. Un médiateur aussi peut apposer sur le protocole la formule exécutoire. Donc oui, et éviter, en fait, en règle générale, éviter que tout s'aggrave. Exactement. Bon, bah écoutez, vous savez, je pense qu'on va conclure là. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions, mais c'était un peu complexe, donc on n'a pas forcément le temps d'y répondre là maintenant. Surtout que bon, c'est des dossiers un peu précis. Donc pour tous ceux je rappelle que pour tous ceux qui sont membres du Club Ami Plus, et ben vous avez régulièrement affaire à Frédéric Drouard qui répond à vos questions par téléphone. Donc vous nous envoyez vos questions. Et on lui transmettra et vous répondra par téléphone. Et sachez aussi que vous avez des permanences trimestrielles. Donc, vous avez aussi la possibilité de le rencontrer au cabinet ou de prendre un petit créneau dans son agenda. Et à ce moment-là, il vous consacrera une vingtaine de minutes pour répondre précisément à votre dossier. Donc voilà, donc on peut pas répondre à tout, mais autre chose aussi, cet atelier a été enregistré, comme vous avez pu le constater. Donc il y aura un replay et puis aussi un petit article associé qui reprendra les éléments clés de cette thématique. Tout le monde y aura accès, donc vous retrouverez ça à la fois dans notre chaîne YouTube Mon Immeuble et aussi dans les pages du site Mon Immeuble. Si vous voulez savoir quelles sont les prochaines dates des ateliers, vous trouverez tout ça dans le site Mon Immeuble. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Il y aura encore des dates au mois de juin. Et notamment, je crois, un atelier juridique ou un atelier technique encore à venir jusqu'au 24 juin. Donc, c'est pas terminé. Je tenais à vous remercier pour votre participation active. Pour ceux qui sont encore là, j'avais une petite question pour vous. Peut-être qu'on va modifier un petit peu les formats de nos ateliers pour la rentrée. Et donc, je voulais savoir si ça vous intéresserait d'intervenir, de prendre la parole et peut-être d'allumer vos caméras pour ceux qui le souhaiteraient. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Est-ce que donc là on serait vraiment dans la vraie interaction et ça serait plus une répartition de la parole avec une question, une réponse. Alors évidemment, on pourrait pas donner la parole à tout le monde, mais on pourrait comme ça prendre quelques questions et ça serait sympa aussi de vous voir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Mettez-moi la réponse dans les questions et réponses. Dites-moi si oui, ça vous intéresse de prendre la parole et éventuellement d'allumer votre caméra ou pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Merci. Je sais pas ce que ça raconte. Très intéressant. Dans l'attente du replay. Oui, c'est une bonne idée de prendre la parole. Oui, cela me semble intéressant de pouvoir prendre la parole. Cela me semble difficile à organiser. Non, c'est pas difficile. En fait, vous levez la main et ceux qui lèveront la main, éventuellement, en fonction de la question aussi, parce que bon, il y a des questions qu'on peut pas forcément prendre parce que c'est trop compliqué ou trop personnel. Mais en fonction de la question, si c'est une question plus générique qui peut vous rassembler, à ce moment-là, on vous donnera la parole. Donc, ok, écoutez, on va peut-être mettre ça en place. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Ça changera un petit peu, ça dynamisera un peu l'atelier. Et puis voilà, comme ça, on vous verra aussi parce que vous êtes très fidèles et certains, vous êtes présents à chacun de nos ateliers.
et certains à distance, hein, puisque vous n'êtes pas tous sur la région parisienne, donc il y en a qu'on ne voit jamais, et donc ça nous donnera un peu comme ça l'occasion de renouer avec vous et de vous faire un petit coucou. Oui, ça sera toujours dans l'heure, hein, donc ça sera pas plus qu'1 heure, hein, et ça restera toujours 1 heure. Voilà, pour ceux qui ont... Ah, 1 heure sera insuffisant? Non, peut-être pas, parce que bon, voilà, si vous êtes, si vous arrivez bien sûr à prendre une parole courte, hein, non plus, il ne s'agit pas de parler pendant 20 minutes, mais si vous exposez votre question en 2-3 minutes, je pense que c'est faisable. Voilà. Donc, en tout cas, on essaiera. Et s'il y a trop de débordements, voilà, je serai là aussi pour modérer tout ça. Vous le savez bien. Donc, Myriam nous a rejoint. Donc, on l'a perdu, on l'a retrouvé. Moi, j'ai eu un gros problème de connexion depuis. Oui, il y a des problèmes de connexion. Bon, Myriam, on va clôturer de toute façon cet atelier. Donc, simplement, je vous tenais à vous remercier. L'une comme l'autre, d'avoir pris de votre temps et d'avoir activement répondu du mieux possible à toutes ces questions et puis au sujet d'aujourd'hui qui n'était pas quand même si simple. Donc voilà, et on aura l'occasion donc de vous retrouver. Si vous avez des besoins, vous savez que le cabinet BKP est spécialisé en droit de l'immobilier de la copro et voilà, vous connaissez Frédéric, maintenant vous connaissez Marianne aussi. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir un retour terrain et donc on remercie Myriam aussi d'avoir participé et d'avoir été là aujourd'hui pour vous. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un bon déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit. On va pas trop déborder et je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez bien sûr cet atelier dans mon immeuble. Donc, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Allez, au revoir.